Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de SPI Santé Sécurité en collaboration avec MSA. Merci beaucoup d'être avec nous en cet après-midi de canicule pour parler d'un sujet qui touche beaucoup de travailleurs en entreprise et qui peut faire une grande différence quant à la sécurité de ceux-ci, soit l'accès aux espaces clos de A à Z. Alors, je m'appelle Amélie Leduc, je suis conseillère marketing chez SPI. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être accompagnée d'experts en santé et sécurité et spécialisés en espaces clos. Premièrement, M. Fabien Demers. Bonjour, Fabien. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Fabien est conseiller formateur senior chez SPI Santé et Sécurité, puis il se spécialise en espace clos depuis plus de 22 ans. Il a une énorme connaissance de la réalité terrain et des enjeux relatifs à une gestion optimale des espaces clos en entreprise. Donc, on a aussi également avec nous M. Silvio Brunetti de chez MSA. Bonjour, Silvio. Bonjour. Merci d'être avec nous également aujourd'hui. Silvio est directeur principal des ventes chez MSA depuis plus de 20 ans. À lui seul, il possède plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie de la santé et sécurité. Donc, je pense que c'est pas peu dire que cet après-midi, vous êtes entre d'excellentes mains. Donc, juste une petite note pour vous dire que ce webinaire est enregistré et qu'en fin de journée, vous allez recevoir un lien de rediffusion et vous pourrez l'écouter au moment qui vous conviendra. Pour les participants qui auraient pu participer à notre dernier webinaire en novembre dernier, en 2017, qui était sur la gestion des espaces clos. Aujourd'hui, le webinaire, c'est un peu la deuxième partie de ce webinaire-là. Par contre, ceux qui n'ont pas assisté au webinaire de novembre, vous allez quand même là, en apprendre énormément. Vous ne serez pas perdus, mais on vous invite quand même fortement à aller visionner notre webinaire sur notre chaîne YouTube, qui est sur le webinaire de novembre dernier. Sachez que dans le courriel de fin de journée que je vais vous envoyer, j'inclurai le lien pour ce dernier webinaire de novembre dernier. En concevant le webinaire d'aujourd'hui, on a établi deux objectifs très précis. Le premier objectif du webinaire, c'est de vous permettre d'avoir une idée claire sur la séquence à suivre afin d'accéder aux espaces clos de votre entreprise, et ce, en toute sécurité, toujours en respectant les différentes exigences. Et deuxièmement, l'objectif qu'on veut atteindre aujourd'hui, c'est on espère que ça va vous permettre de pouvoir élaborer, comparer ou élaborer votre processus d'accès aux espaces clos. Pour faire la différence, ici, on parle vraiment de processus d'accès en espace clos et non de programme de gestion d'espace clos. Avant de débuter, peut-être, Fabien, tu pourrais clarifier la différence entre la procédure et le programme. Oui, lorsqu'on parle du programme de gestion des espaces clos, là, ça inclut vraiment tout l'aspect de gestion. Dans ça, on va parler souvent des rôles et responsabilités, la manière qu'on gère nos espaces clos, les types de formation, tous ces éléments-là. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment la séquence. Donc, c'est quoi les éléments là, de la séquence pour rentrer de façon sécuritaire en espace? Donc, c'est vraiment ça. Merci, Fabien, d'avoir clarifié. Voici un peu l'agenda de la prochaine heure pour vous donner un petit peu une idée à quoi vous attendre. On va discuter des aspects législatifs pour ensuite vous présenter les bonnes pratiques, les conditions de succès à un accès, évidemment la documentation, les équipements. On va terminer avec la marche à suivre et les étapes d'entrée. Et aussi les pièges à éviter là, dans un accès à un espace clos. Donc, comme je vous disais, la durée totale du webinaire sera d'1 heure. On va prendre 10 minutes à la fin pour répondre à vos questions ou vos commentaires. Par contre, là, au courant du webinaire, n'hésitez pas à utiliser la boîte de questions qui est à votre disposition en bas à droite de votre écran. Et ce, tout au long. Si vous avez des interrogations, des idées qui vous viennent en tête, partagez-les avec nous. Si on ne répond pas immédiatement à votre question, toutefois, soyez sans crainte, on va le faire d'ici la fin ou encore par email, par courriel, de façon individuelle là, par la suite. Alors, soyez pas gênés, on veut que ça soit interactif malgré la distance et les ordinateurs. Alors, on va débuter, dans le fond, dans le vif du sujet, l'accès à l'espace clos. Fabien, est-ce que c'est complexe d'accéder à un espace clos? En fait, qu'est-ce qui fait que ce soit pour certains accès simples et pour d'autres complexes? Bien, premièrement, Amélie, on pourrait comparer ça un peu à la réalisation d'un plat en cuisine de restaurant. Donc, soit que c'est une réussite ou que ça que c'est un échec. Donc, c'est vos clients qui vous le diront. Par contre, l'échec en espace clos n'est pas pardonnable. Donc, à ce moment-là, en cuisine de restaurant, le plat cuisiné se compare un peu à notre espace clos. Donc, ça nous prend des ingrédients, ça nous prend des équipements pour faire le plat, ça nous prend une marche à suivre, ça nous prend des étapes
à respecter, etc. Par la suite, ben, nous avons du personnel pour produire la recette et la servir. Donc, en espace clos, c'est un peu la même chose. La question principale là, à se poser au départ dans l'élaboration d'un processus d'accès aux espaces clos, c'est quelles sont les raisons qui motivent l'accès? Donc, pourquoi on doit rentrer dans ces espaces-là? Est-ce que c'est pour des raisons opérationnelles? Donc, ici, lorsqu'on parle des raisons opérationnelles, on parlait d'entrer en espace-là qui sont planifiés. Donc, soit lors d'arrêts prévus, donc pour de la maintenance préventive, etc., ou des entrées qui sont non planifiées, donc des urgences. Urgences, ici, on ne parle pas de sauvetage. Donc, urgence, on a un bris majeur, des choses comme ça, on doit rentrer en espace. Ou lorsqu'on parle d'entrée de nature non opérationnelle, bien là, on peut penser que ce serait pour la réalisation d'un sauvetage, ce qu'on veut éviter à tout prix. Lorsque nous intervenons auprès des organisations, que ce soit pour des mandats d'expertise ou de formation, on peut remarquer que le processus d'accès en espace-là n'est pas simple et surtout peu connu de tous les intervenants. Donc, et oui, encore aujourd'hui, en 2018, l'accès aux espaces-là n'est pas respecté bien souvent car le processus il est trop complexe. Un travail à faire de quelques minutes peut demander des heures pour autoriser l'accès. C'est pas normal et c'est très peu efficace. La mise en place d'un processus efficace d'accès aux espaces clos, c'est essentiel afin d'optimiser le processus d'accès et également respecter la réglementation en vigueur dans votre secteur d'activité. Un fait à noter, plusieurs stratégies et actions sont possibles. Vous devez vraiment déterminer celles qui sont les plus appropriées à votre réalité. Donc, n'oubliez surtout pas qu'il y a des défis à gérer. Gardez ça simple. Avant toute chose, il est important de se poser certaines questions. Les règlements accentuent les obligations et responsabilités des organisations en matière d'espace clos en général, moins sur le processus d'accès. Donc, il est important de se poser les bonnes questions. Est-ce que les pratiques d'accès aux espaces clos respectent la réglementation? Sommes-nous bien au fait de cette réglementation-là et de ces subtilités entourant l'accès? Comment la norme CSA, qu'on va parler un petit peu plus tard, peut nous supporter dans notre processus efficace? Notre processus d'accès est-il approprié? Si nous devions aller devant le juge ensemble pour défendre votre processus actuel, est-ce que nous aurions gain de cause? Donc voilà, c'est une question souvent que je pose à mes clients. Donc souvent, poser la question, c'est y répondre. OK, Fabien, mais concrètement, comment on peut répondre à ces questions-là? Bien, aujourd'hui, on doit être en mesure de prendre un portrait de la situation. Donc, des outils existent, bon, tels que, bon, on peut aller voir sur le terrain comment que ça se passe. Chez SPI, on a développé nos propres outils par rapport à ça. Donc, afin de poser un diagnostic des pratiques actuelles, je crois même qu'à la fin du webinaire, on va présenter ça aux gens. On évalue l'entrée en espace clos et on regarde tous les aspects du début à la fin. Et souvent, on a des surprises, mais on va en parler un petit peu plus tard aussi de ces surprises-là. C'est exact, Fabien. Le fait d'avoir un bon portrait de la situation va vous amener à des preuves conscientes de la réalité de l'espace clos. On peut également inclure dans ce choix des bons équipements et les vérifications à faire qu'on va parler un petit peu plus tard dans notre présentation. OK. Absolument. On est maintenant rendu, on voudrait vous poser une première question interactive afin de mieux vous connaître. Donc, c'est comme dirait Guy Lepage dans Tout le monde en parle, la question qui tue. Est-ce que vous avez une procédure d'accès en espace clos dans votre entreprise? Donc, c'est un choix de réponse. Vous avez le choix entre A, non, on a toujours réglé les espaces clos à notre manière. B, pas besoin car nous engageons des sous-contractants. C, j'ai une procédure, j'aimerais la faire réviser. D, j'ai besoin d'aide pour créer ou mettre en place ma procédure. Et E, oui, elle est en place et elle est suivie à la lettre. On vous laisse quelques secondes pour y répondre. Et ici, ne pas mélanger programme et procédure comme on parlait au début. Absolument. Encore quelques secondes. Est-ce qu'on a beaucoup d'indécis? OK, c'est bon. Parfait. Donc,
Les réponses. Donc, majoritairement, les gens sont ici, ils ont une procédure, elle est en place, puis elle est suivie de tous. Ceux qui ont le moins généré pour réponse favorable, non, on a toujours géré les espaces de notre façon. Il y en a qui ont créé une procédure puis qui aimeraient la réviser. Quand même, plusieurs d'entre vous ont besoin d'aide pour en créer ou en mettre une en place. Puis pas besoin, il y a quelques personnes, quand même 14% des gens qui vont engager des sous-contractants, donc qui n'ont pas besoin, se disent pas besoin d'avoir de procédure. Est-ce que Fabien a quelque chose à ajouter par rapport aux résultats du sondage? Bien, je trouve ça intéressant que la majorité des gens, ou une grande partie des gens, ont déjà en place un processus d'accès aux espaces clos puis que c'est suivi à la lettre. Donc, ça, c'est intéressant de ce côté-là. Pour les gens qui n'en ont pas, qui fassent qui font un peu à leur manière, faites attention un petit peu à ça, on peut avoir des surprises. On va en parler un petit peu plus tard dans le webinaire. Concernant les gens qui engagent des sous-traitants, assurez-vous qu'eux en ont une procédure d'accès en espace clos et qu'elle est suivie. Là. Et puis, pour les autres, on est là pour vous aider. Absolument. Merci, Fabien. Oui, mettons que la seule chose que je voudrais ajouter à ça, c'est que les gens qui ont des sous-contractants, qu'est-ce qu'il faut faire attention un petit peu pour ajouter ce que Fabien disait, c'est que aussitôt qu'on engage quelqu'un, notre responsabilité, ce n'est même pas là. Mettons, on est toujours responsable quand même. Alors, c'est important d'être conscient de ça. C'est la seule chose, mais le reste, mettons, c'est bien. Il y en a du monde qui ont un programme en place, qui essaie de le suivre. Alors, c'est bien. Oui. Super. Merci beaucoup à tous d'avoir répondu. Juste un petit peu, avant d'aller plus loin, juste faire un retour sur le webinaire précédent. Vous allez voir apparaître à l'écran des éléments qui ressortent d'un programme de gestion. On ne parlera pas aujourd'hui, mais juste faire un petit rappel de ces éléments-là. Et puis, donc, que ce soit au niveau du programme de gestion, les procédures, les inventaires des espaces, la caractérisation, les rôles, les responsabilités. Et puis, vous avez également la formation, etc. Ce qui est important à retenir, ce sont vraiment les éléments qui sont critiques dans un programme de gestion. Et preuve à l'appui, j'ai eu un client récemment que j'ai dû travailler avec lui, qui a reçu la visite, qui a reçu la visite d'un inspecteur de la CNESST. Et puis, dans le rapport d'intervention que j'ai vu la semaine dernière, à un moment donné, je regardais les éléments du rapport et l'inspecteur est revenu avec ces éléments-là que mon client devait mettre en place. Donc, c'est pour ça que je tenais important de faire un petit rappel aujourd'hui dans le webinaire. Fabien, dans une récente conférence que tu as donnée lors de notre tournée Pension-Prévention en Val-d'Or, tu avais utilisé l'acronyme ACCES pour faire référence à l'accès aux espaces clos. Est-ce que tu peux peut-être revenir aujourd'hui sur le mot ACCES, l'acronyme ACCES? Oui, ACCES, ça s'applique bien aujourd'hui, quand on parle de procédure d'accès. C'est un élément à retenir. Des fois, c'est plus facile de retenir un acronyme que de retenir les 5 éléments que vous voyez à l'écran. Donc, A, c'est vraiment pour l'analyse des risques. On sait que c'est une obligation réglementaire par les règlements et normes. Le C, c'est pour le contrôle de l'entrée, qu'on va parler un petit peu plus loin dans le webinaire. Et on parle vraiment ici soit de gestion d'espace clos, de documents sur place, de permis d'entrée, etc. Le C pour contrôle de l'atmosphère. On sait que c'est la détection des gaz, c'est un élément important, mais aussi les préalables, les défis à gérer par rapport à ça. Au niveau des équipements, bon, que ce soit les équipements de travail ou de sauvetage. Donc, Sylvie va élaborer un petit peu plus tard là, sur ce sujet-là. Et puis le S, ça c'est vraiment celui-là, Amélie, qui me touche à cœur, c'est vraiment l'aspect sauvetage. Je vais en parler un petit peu plus tard aussi avec un petit cas vécu la semaine dernière. Donc, on parle de sauvetage, on parlait de 4 types de sauvetage, que ce soit de l'auto-sauvetage, donc l'entrain capable de sortir par lui-même, sauvetage sans entrée ou externe, donc à partir de l'extérieur, souvent fait par le surveillant, sauvetage avec entrée et sauvetage avec entrée en conditions DIVS, donc en conditions dangereuses immédiatement pour la vie et la santé. Et on sait que les deux derniers types de sauvetage, ça c'est vraiment fait par, Amélie, vraiment fait par des équipes donc spécialisées. OK. Tant qu'à être dans les acronymes, on va continuer avec les acronymes. Donc, en formation, là, on utilise énormément l'acronyme POP. Là, les gens, vous ne me voyez pas, mais habituellement, je danse. Donc, aujourd'hui, dans la salle ici, je danse. Là. Mes collègues rient avec ça. Là. Mais l'acronyme POP, on pourrait dire qu'on peut appliquer ça à l'entrée en espace clos doit être planifié, organisé, préparé. Comme
vos prochaines vacances, je présume. Là, ça a probablement été fait avec cet acronyme. Donc, lorsqu'on parle de planification, donc c'est essentiel lors des travaux en espace. Cette étape doit se passer quelques mois ou quelques semaines avant la réalisation des travaux. On pense ici notamment au type de travail qu'on va réaliser, qui va le réaliser, tous les éléments qu'on a besoin, est-ce que nos gens sont formés, etc. Au niveau de l'organisation, bien là, ça permet de prévoir c'est quoi les équipements qu'on a soit achetés, à louer, à faire inspecter, de s'assurer de la mise à jour de tous les éléments, que ce soit au niveau de notre documentation préalable. Donc, cette étape-là est importante afin d'éviter des surprises au moment de l'entrée. Et lorsqu'on parle de préparation, bien ça, c'est vraiment la préparation, c'est vraiment l'étape avant l'entrée. Donc, on peut penser à l'émission du permis, mais l'installation des équipements, la détection des gaz, donc les tests à faire avant l'utilisation. Sylvio va parler de bomb test tout à l'heure, la ventilation, etc., notre périmètre de sécurité. Là, on est vraiment à l'étape de préparation. Et Amélie, lorsque l'accès aux espaces clos est pas, généralement, ça se passe bien. À l'inverse, lorsque ça ne va pas rondement, là, une des étapes n'est pas bien respectée ou ça ne s'est pas bien passé. On disait dans les objectifs du webinaire qu'on allait parler de réglementation. Bon, aujourd'hui, on ne fait pas de vous des experts légaux, ce n'est pas le but du webinaire, mais juste de faire une petite introduction qu'il y a des éléments quand même à respecter. Donc, on n'interprétera pas chacun des articles du règlement parce qu'on pourrait en avoir pour plusieurs heures, voire plusieurs jours. C'est important de retenir aussi que certains articles peuvent mener à avoir des répercussions sur l'accès sécuritaire. Donc, il faut ajouter également la norme CSA, qu'on va parler un petit peu plus tard, la ZEN 1006, sur laquelle là, on va baser des éléments au niveau de l'accès aux espaces-là, mais surtout aussi vos normes corporatives qu'il ne faut pas oublier. Là-dessus, Fabien, est-ce que la loi C21, je serais intéressé de savoir, selon nos gens qui sont avec nous cet après-midi, est-ce que le C21, ça serait un élément motivateur pour mettre en place une procédure efficace en espace clos? J'espère que non. On ne sait jamais, là, mais j'espère que non. C'est sûr que de permettre l'accès aux espaces-là sans encadrement ou support, donc pourrait probablement nous amener à des conséquences graves qui pourraient même nous amener là. Donc, ça serait malheureux qu'on soit rendu là. Il faut prévenir en amont, là, donc il faut travailler en amont par rapport à ça. Donc, dans la prochaine image, on voit un petit peu également la même chose, mais pour les gens qui sont sous juridiction fédérale. Donc, vous avez quand même des articles 11.1 à 11.12 dans lesquels on va parler spécifiquement au niveau des espaces clos. Et il y a quelques éléments aussi à respecter concernant l'accès aux espaces clos. Le constat qu'on doit faire, par exemple, sur les règlements, c'est que les règlements ne sont ni noirs ni blancs. Donc, ça laisse place à de l'interprétation. Donc, souvent, les règlements vont nous indiquer quoi faire, mais chaque organisation, puis là, c'est pour ça aussi aujourd'hui qu'on est là pour en parler, doit trouver le commun. De là, l'importance d'avoir une procédure pour bien encadrer vos accès en espace clos. Donc, les règlements vont identifier les exigences, mais pas les pratiques. Donc, c'est ça qu'on veut développer. Il faut que vous êtes supérieur au règlement car ce sont vraiment les seuils minimums. Donc, la gestion doit se faire sur les bonnes pratiques parce que respecter la réglementation à la lettre, comme je dis des fois dans des conférences, ben, malheureusement, ça peut nous amener à des conséquences graves là, de ce côté-là. Moi, j'ai une petite question pour vous, messieurs. Plus tôt, on a parlé justement de la norme CSA Z1006. Est-ce qu'elle pourrait permettre aux organisations de mieux les aiguiller ou de mieux les orienter lors de leur accès aux espaces clos? C'est sûr, Amélie, quelque chose qu'on n'a pas au Québec, qu'il y a dans certaines provinces canadiennes, on retrouve ce qu'on appelle les codes of practice. C'est vraiment des codes de pratique ou des éléments concrets qui donnent des lignes directrices aux organisations. C'est évident que la norme CSA ZEN 1006 peut aider à bâtir ça. Donc, on va le voir dans les prochaines diapos. Pour cette norme-là, donc sur la gestion du travail en espace, le groupe CSA est rendu, Amélie, à la seconde version. Donc, il y en avait une en 2010 et on est rendu à la version 2016.
Juste aussi vous dire, sur notre site internet spi.com, on a un blog où est-ce qu'on peut retrouver un résumé sur les principales différences des deux normes finalement. Donc, je vous invite à aller lire peut-être davantage sur notre blog qui est une ressource très intéressante en santé et sécurité. Amélie, j'encourage fortement pour ceux qui n'ont pas encore fait de consulter la norme. Lorsque j'ai parlé plus tôt de l'acronyme PA, eh bien, la norme couvre en bonne partie ça, surtout à la section 8 et également au niveau des annexes. Donc, puis vous voyez à l'écran là, que la norme elle couvre les éléments là, que vous voyez affichés. En quelques mots, là, ce qu'on pourrait dire, c'est que les règlements disent quoi faire, la norme dit comment on va le faire. Donc, les deux sont vraiment là, complémentaires de ce côté-là. Je tiens à préciser par contre que les règlements préséance sur cette norme, parce que la norme n'est pas encore listée dans les règlements. Il y a certains éléments, Amélie, de cette norme-là qui ne peuvent pas s'appliquer au niveau du Québec. Si on pense notamment à la notion de surveillance. Donc, souvent, j'ai des clients qui me disaient « on va appliquer ça, c'est plus profitable pour nous. » Ça ne fonctionne pas. Et aussi certains éléments au niveau de la détection des gaz. Malheureusement, elle n'a pas force de loi encore, comme je disais tantôt, parce qu'elle n'est pas citée dans les règlements. Par contre, elle pourrait servir de document de référence pour certains litiges par les autorités, car elle touche vraiment, là, cette norme-là, les aspects pratiques. Et son application est vraiment volontaire. Par contre, pour avoir travaillé sur certains dossiers, il y a des inspecteurs de la CNESST qui vont se baser sur ça. Dans le fond, après avoir parlé des aspects législatifs et normatifs, on va maintenant entrer dans le vif du sujet en ce qui a trait au processus d'accès aux espaces clos. Encore dans le but de connaître un petit peu plus d'où vous venez, on a une deuxième question interactive à vous poser. Donc, on veut savoir quelles sont vos principales préoccupations en lien avec l'accès aux espaces clos. Alors là, c'est un choix de réponse. Vous avez le choix entre A, les étapes à respecter, B, les différentes formations pour les intervenants, C, procédures et documents utilisés, est-ce encore D, les exigences légales, ou E, la gestion des sous-traitants. On va vous donner quelques secondes encore pour y répondre. On voit que ça ne dort pas sur le dîner. C'est pas, le petit dîner ne fait pas... Non, les gens sont actifs. Oui, ça bouge. Excellent. On a des données, c'est intéressant. Oui. Quand même. Ouais. Parfait. Donc là, on peut voir à l'écran que la majorité des gens sont, leur préoccupation principale, c'est les procédures et documents à utiliser. Un gros pourcentage en fait la gestion des sous-traitants, ce qui est très intéressant suite à la question originale du départ. 18 personnes, les différentes formations pour les intervenants, 12% les exigences légales et la moins populaire, les étapes à respecter. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter là-dessus, Fabien ou Silvio? Moi, j'ai de la peine parce que notre suivi du webinaire parle des étapes à respecter, principalement. Ben ouais. Mais peut-être que les gens vont apprendre quelque chose d'intéressant quand même dans ça. Je suis certaine. Mais les procédures et les documents utilisés, oui, c'est intéressant. Puis on va élaborer un petit peu sur ça aussi, qu'est-ce qu'on doit avoir. La gestion des sous-traitants. Tantôt, Silvio mentionnait le point là, que c'est un élément qui est important. C'est pas nécessairement prévu aujourd'hui, par contre, dans le webinaire, là, mais c'est quelque chose là, qu'on peut rester à l'affût si vous avez des questions par rapport à ça, là, de ce côté-là. Oui, absolument. Vous pouvez les envoyer, puis on peut y répondre de façon individuelle ou dans la période de questions à la fin, on pourra aborder un peu le sujet si vous souhaitez. Et au niveau des différentes formations pour les intervenants, comme je disais tantôt, dans la norme CSA, on élabore cet aspect-là. Donc, vous pouvez aller consulter. Sinon, également, on peut vous aider là, par rapport à vos différents intervenants. Quel type de formation qu'ils devraient avoir? Surtout que là, on va parler un petit peu plus tard du rôle du surveillant, du rôle de l'émetteur de permis, etc. Donc, on va en parler un petit peu. Oui, c'est intéressant de voir, mettons, parce qu'on a comme A, les étapes à respecter, puis C, mettons, les procédures et documents à l'utiliser. Je trouve que les deux, ils ont quoi en commun? Mm-hmm. Alors, peut-être c'est ça qu'il y a des gens qui ont peut-être répondu plus les procédures et documents à utiliser au lieu de les étapes à respecter. Ouais, très bon point. Bon point.
Très bon point. Tu peux te consoler, Fabien. Merci à tous d'avoir répondu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est vraiment, on va rentrer, on va aborder les éléments clés sur les étapes de préparation pour l'accès aux espaces. Donc, en précisant les éléments clés, ben, on va également parler des bonnes pratiques et des lacunes encore observées en 2018. Et oui, encore en 2018. Je croyais quand j'ai démarré en 1995, je me disais qu'on va arriver en 2018, on n'a plus rien à faire dans l'espace là, tout va se passer rondement, mais c'est pas le cas. Donc, on peut observer ici à l'écran quelques éléments clés sur l'accès aux espaces. Donc, le processus de gestion concernant l'accès aux espaces-là, c'est un élément important afin de contrôler tous les aspects réglementaires et normatifs. Même si le permis d'entrée, proprement dit, n'est pas une exigence réglementaire au Québec, peut-être qu'il y en a qui l'apprennent, mais ce n'est pas dicté comme ça dans le règlement du Québec, c'est un moyen efficace à utiliser. Donc, SPI et MSA suggèrent fortement l'utilisation d'un permis afin de bien gérer l'accès aux espaces. Il doit tenir compte des conditions suivantes, par contre. Donc, les conditions présentées par l'espace là, les conditions requises par le travail effectué, les conditions particulières qui résultent de l'accomplissement de ce travail particulier dans l'espace là, une nuance à faire par rapport à ça. Et également, il est important de bien définir qui va émettre cette autorisation-là, qui va émettre ce permis d'entrée. Généralement, ce document de gestion est souvent complété et signé par un représentant de l'employeur. Cependant, c'est pas rare, dans certains contextes, de le voir complété par l'équipe d'entrée quand on parle de l'entrant et le surveillant. Par contre, une étape importante et souvent négligée est le transfert d'informations entre l'émetteur et les intervenants. Donc, au Québec, l'article 301, quand on parlait de législation, donc l'article 301, je vous demande d'aller le relire, vous allez voir, c'est intéressant, oblige une personne à communiquer, à expliquer à tout travailleur les risques et les mesures de prévention à prendre avant qu'il ne pénètre dans l'espace-là et à l'informer adéquatement sur la façon d'y accomplir son travail de façon sécuritaire. Cette étape est souvent négligée. Donc, j'ai même vu, Amélie, des fois, là, une feuille à côté de l'espace-là, ça marquait permis d'entrée, tu mettais ton nom là-dessus, les gens rentraient dans l'espace-là. Pour vrai? Oui, il n'y avait aucune gestion qui était faite de ce côté-là. Donc, une fois complété, donc ce permis-là doit être affiché, puis il doit être à la vue. Donc, généralement, on va l'afficher près de l'entrée qui est utilisée pour l'entrée en espace là, et ça, bien important, pour la durée des travaux. Donc, ce n'est pas le travailleur qui l'a dans ses poches à l'intérieur. Puis de plus, donc, dépendamment comment votre document de gestion est bâti, donc votre permis ou votre registre, peu importe là, comment vous l'appelez, donc, s'il ne contient pas l'information sur les risques ou les mesures de prévention, ben là, vous allez devoir ajouter à votre permis la fiche de caractérisation des espaces là, qui contient les risques et les mesures de prévention, votre procédure d'intervention ou de sauvetage en espace là, obligation réglementaire aussi, article 305 et 309 du Québec, et également, quelque chose qui est souvent négligé, là où les fiches descriptives des tâches à risque, donc dépendamment des types de tâches ou des types de travaux qu'on va aller faire à l'intérieur des espaces-là. Donc, à ce moment-là, c'est important aussi de bien gérer cette tâche-là. Quand on parle de validité du permis, donc souvent les gens nous posent la question, ce permis-là, il est valide pour combien de temps? Généralement, ce qu'on dit aux gens, ben, ça ne doit pas dépasser un quart de travail. Puis le permis n'est valide que lorsque toutes les précautions sont appliquées et également qu'il contient toutes les signatures. Puis généralement, ce permis-là est bon pour l'équipe de travail en place parce qu'on va les avoir informés avant des conditions du permis. Donc, le permis ne sera plus valide lorsque les conditions ou la description du travail changent. L'émetteur de permis, donc, n'est plus disponible parce que si on avait besoin de le reconsulter, et ne peut être remplacé, ou l'heure de fin est atteinte, ou le corps de travail est terminé. Le deuxième point, que vous voyez à l'écran, c'est indiqué la surveillance. En gros, on va parler des rôles et responsabilités, mais on va attacher l'importance vraiment au rôle du surveillant, comme vous voyez à l'écran. Donc, c'est important au moment de l'accès que tous et chacun sachent qui fait quoi, comment et pourquoi. On note une certaine amélioration depuis quelques années, Amélie, sur ça, sauf le rôle et responsabilités du surveillant. Encore aujourd'hui, en 2018, c'est un rôle qui n'est pas bien compris et appliqué lors des travaux en espace là. Mes confrères et moi, là, on met beaucoup d'importance lors de nos formations sur ce rôle-là. C'est pas pour rien que j'avais écrit un blog en mai 2015 sur ce sujet qu'on avait intitulé «
Le surveillant en espace clos, rôle négligé, mais ô combien important, que les gens peuvent encore aller consulter là, sur notre site, comme tu disais tantôt, là, pour la norme CSA. Puis, lorsqu'on se promène sur le terrain, lors de nos différents mandats, c'est peut-être un petit peu gênant à le dire, j'espère qu'il n'y a pas des gens qui vont se sentir visés, là. Donc, on a surpris des gens à dormir, à passer du temps sur leur cellulaire, à quitter leur poste, à jaser avec d'autres travailleurs, et même, Amélie, à entrer dans l'espace clos pour surveiller. Puis le travailleur, la raison qu'il a donnée, ben, c'est de l'extérieur, il n'était pas capable de voir le travailleur. Donc, pour bien faire son travail, c'était dit, ben, je vais rentrer à l'intérieur. Mais non, le surveillant est toujours à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que bien souvent aussi maintenant, de plus en plus, on va trouver des mécanismes pour bien identifier le surveillant, un peu comme vous le voyez à l'écran. Donc, quand vous voyez un travailleur surveillant de l'espace clos qui porte un dossard, ben, on pourrait comparer ça un peu au foulard du chien guide. Quand le chien guide porte son foulard, donc on ne le dérange pas. Même chose au niveau du surveillant. Je veux juste mentionner, il y a une petite erreur de frappe là, sur la diapo. Là. On a barré le mot entrée, on a barré le numéro 4. Là. Faites abstraction de ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc c'est supposé être là, juste pour vous le dire. Bien, parce qu'on parle d'interdiction d'entrée. Donc, c'est important de mettre des mécanismes en place aussi afin d'empêcher toute personne n'était pas affectée à effectuer un travail ou un sauvetage dans un espace clos d'y entrer. Donc, ce qu'on veut, c'est seules les personnes autorisées sur le permis, ou les sauveteurs, là, mais on ne les voudrait pas, mais quand même, on n'aurait pas le choix. Donc, seulement eux peuvent rentrer dans l'espace clos. Et souvent, cette responsabilité-là, Amélie, est donnée aux surveillants. Par contre, lorsque l'espace clos est laissé sans surveillance, comme vous voyez à l'écran, mais il existe également des mécanismes physiques qu'on peut mettre à l'ouverture pour empêcher les gens ou pour indiquer aux gens qu'il n'y a pas de travaux en espace clos présentement et c'est pour ça qu'il n'y a pas de surveillant présent. L'autre élément, au niveau de la détection des gaz, donc on voit à l'écran où on parle de prise d'échantillons, la gestion des alarmes, on va y revenir tantôt. Mais un élément qui est important de ce côté-là au niveau de la détection des gaz, je vais laisser Silvio en parler un petit peu là aussi de ce côté-là. Oui, mettons, d'habitude, les gens, ils me posent la question, c'est quoi la fréquence de la calibration? La calibration, c'est important. Moi, je compare une calibration comme un alignement d'un auto, des pneus. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut faire avant chaque journée d'utilisation? Puis ça aussi, mettons, il y en a des gens qui me posent la question, c'est-tu nécessaire de faire le fameux bump test ou le test de dérive? C'est l'affaire la plus importante parce que c'est la seule chose qui va vous indiquer est-ce que l'appareil fonctionne bien, oui ou non. Alors, je donne toujours l'exemple, mettons, si on a une lampe de poche puis il faut qu'on rentre dans une pièce qui fait noir, on fait quoi? Avant de rentrer dans la pièce, c'est on allume la lumière pour être sûr que tout fonctionne en bon ordre. Même chose avec un détecteur de gaz. Parce que vous ne voulez pas avoir un faux sens de sécurité. Puis l'élément important aussi, Silvio, c'est vraiment aussi le choix du bon détecteur en fonction du travail qu'on va aller faire à l'intérieur de l'espace. Chaque application, ça fait partie de l'évaluation, de l'analyse de projet que vous avez à faire, c'est quoi les risques que vous avez aussi. Alors, parce que souvent, on voit les gens là, qui disent « Ah, j'ai mon cas de gaz! » Oui, mais c'est parce qu'il n'est pas adapté à ton contexte de travail. Donc, c'est important d'avoir le bon détecteur. Aussi, les autres éléments à respecter, c'est l'approche de l'espace clos. Donc, c'est important de toujours avoir son détecteur allumé. Donc, de ne pas l'allumer à côté de l'espace clos, mais en approchant de l'espace clos, parce que ça peut nous donner aussi des indications de la qualité de l'air qu'on a autour de notre espace clos lorsqu'on va faire la ventilation, qu'on va parler un petit peu plus tard. Même chose au niveau de l'échantillonnage, qu'elle soit verticale ou horizontale. On voit vraiment des erreurs de ce côté-là. C'est important d'utiliser des bonnes méthodes. Puis les gens, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils soient conscients aussi, c'est que, tu sais, on a tendance, c'est quand on achète, mettons, une télévision ou quoi que ce soit, on va prendre le temps de lire les instructions. Même chose, ça s'applique avec les instruments. Il faut prendre le temps de lire les instructions pour savoir, mettons, qu'est-ce que le fabricant recommande. Puis ça, c'est très important. Et juste également au niveau du temps de réponse des capteurs, hein, de savoir combien de temps qu'on doit attendre lors de notre échantillonnage. Et l'autre élément important aussi que j'attire votre attention, c'est lorsqu'on a une alarme et qu'on est dans l'espace clos, ben, le règlement au niveau provincial et également au niveau fédéral nous oblige au provincial à garder les valeurs pour une période de 5 ans. Donc, on parle de l'article 307 là, du règlement. Et au fédéral, on parle de 10 ans. Donc, par la suite, si on enchaîne avec la ventilation, souvent les gens mélangent le pourcentage d'oxygène
et la qualité de l'air. Combien de fois on a entendu des gens, on n'a pas besoin de ventiler nos espaces clos, nos valeurs de détecteurs de gaz sont bonnes. Donc, les règlements nous disent souvent ça également. Par contre, c'est important de faire de la ventilation avant d'accéder aux espaces clos, à moins que cette ventilation-là nous amène un risque supplémentaire. Et la tendance actuellement est d'effectuer une purge avant d'entrer dans l'espace clos qui correspond environ à 7,5 changements d'air à l'heure. Par la suite, on veut maintenir la ventilation durant l'entrée et respecter environ 20 changements d'air à l'heure. Donc, au niveau de l'installation et l'utilisation des équipements, ce qui est important, Silvio, au niveau des équipements qui sont destinés à la sécurité des travailleurs, que ces équipements-là doivent être utilisés vraiment à ce qu'ils sont conçus là, pour leur utilisation. Exactement. Moi, je dis toujours que chaque produit a sa raison d'être. Meilleur exemple que je peux vous donner, mettons, si on parle d'un enrouleur-dérouleur type 3, qu'on voit fréquemment en espace clos, c'est un produit qui est fait strictement pour du personnel. C'est votre système d'arrêt de chute, puis votre système de sauvetage, de récupération. Si vous voulez descendre de l'équipement, si vous voulez monter de l'équipement, on a des treuils qui sont dédiés à ça. Alors, chacun a sa raison d'être. Alors, parce que malheureusement, j'ai déjà vu à plusieurs reprises, plus que j'aimerais voir, c'est que les gens se servent d'un type 3 pour monter de l'équipement qui n'est pas conçu pour ça. Alors, c'est vraiment très important que ça soit utilisé pour la bonne application. Puis l'autre chose aussi que je pourrais ajouter là-dessus, c'est que c'est important de pratiquer avec les équipements avant de les utiliser. Parce qu'on oublie vite, donc souvent si nos espaces clos, nos fréquences d'entrée en espace clos se font... Surtout quand on s'en sert pas régulièrement. Exactement. C'est important la pratique. Exactement. Donc, et le dernier élément, et non le moindre, on parle de sauvetage. Donc, même si on ne le souhaite pas, c'est important de planifier, de tester le sauvetage. Dans la planification, vraiment, on va valider qui va le faire. Parce que souvent, on va se fier, on va appeler le 911 s'il arrive quelque chose, mais il faut s'assurer que les services incendies locaux où vous êtes situés offrent ce service-là, car c'est pas tous les services incendies là, qui offrent ça. Comment on va l'enclencher, ce processus-là? Et si le processus fonctionne. Donc, à l'écran, vous avez deux images, quelque chose, j'ai une petite vidéo, là, je suis allé chercher les éléments de la vidéo pour vous présenter, mais ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, le client me disait, oui, s'il y a quelqu'un, là, avec les équipements que j'ai là, j'ai besoin de sortir un travailleur, il va sortir. Et puis, on voit à la deuxième image, donc celle de droite, que, oups, à un moment donné, il est obligé de faire une job de bras pour être capable de sortir le travailleur. Moi, j'avais suggéré au client d'avoir une extension de mot pour avoir plus de dégagement. Donc, retenez là qu'on veut avoir, faut que le travailleur soit sorti à peu près au niveau des hanches, donc au niveau des fesses, pour être capable de bien sortir de l'espace clos. Donc, on parle à peu près d'environ une quarantaine de pouces. Lorsqu'on parle d'accès en espace clos, donc, quand est-ce qu'on enclenche notre processus? Bien, vous avez à l'écran, au niveau de la norme CSA, qu'est-ce qui définit une entrée en espace clos? Parce que notre processus d'accès se met en branle à ce moment-là. Et vous voyez dans la norme CSA qu'on dit que l'entrée en espace clos est considérée comme effective aussitôt qu'une partie du corps de l'entrant traverse le plan de l'ouverture menant à l'intérieur de l'espace clos. Donc, même si on rentre la main à l'intérieur, ou comme on voit à l'écran, on rentre le corps, c'est constitué comme une entrée en espace clos. Et là, notre processus doit rentrer en place. Une petite question ici. Quelqu'un nous disait, on a vraiment besoin au niveau de la ventilation de faire 20 changements à l'heure. Est-ce que c'est une norme ou c'est la loi? Non, c'est des normes. Il n'y a pas rien de spécifié dans la loi de ce côté-là. Donc, c'est des normes qui sont établies, qu'on tente de respecter. C'est sûr que dans certains espaces clos, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours possible. Ça nous prendrait des turbines d'avion, Amélie, pour être capable de ventiler notre espace. Merci, Fabien. On va voir par la suite, on va voir quelles sont les étapes, même si tout à l'heure, vous n'étiez pas dans le sondage enchanté d'entendre parler d'étapes en espace clos, il n'y avait seulement pas 7% des gens. On va vous parler un petit peu des étapes et peut-être des éléments aussi à faire attention de ce côté-là. Donc, après avoir vu les éléments clés, on va maintenant parler d'étapes en espace clos. Donc, lorsqu'on parle des préparatifs d'espace clos, donc c'est une étape importante. Ça doit se faire quelques jours ou quelques heures là, avant l'heure prévue d'entrer en espace clos. Donc, on a déjà ciblé notre espace clos et défini nos travaux.
Maintenant, on va rassembler, amuler les documents, les équipements, tout ça. On va vraiment se préparer pour être capable de faire ça. Donc, tous nos équipements, on va les inspecter. On en parlait tantôt, l'inspection est importante. Et si vous apercevez qu'une défectuosité sur un équipement, utilisez-la pas. Donc, souvent, on voit des gens qui utilisent quand même des équipements parce que là, ils sont pris au dépourvu, ils ont mal, leur étape de planification avait mal été faite. Donc, avant d'entrer en espace l'eau, donc les étapes qu'on a à faire, Sylvie en parlait tantôt, on va parler du BOM test là, sur les détecteurs de gaz, donc étape importante. Par la suite, sur place, c'est important de vraiment délimiter votre périmètre de sécurité. Donc, sécuriser les lieux. Donc, pour se protéger contre la circulation environnante, protéger d'une chute, soit au sol si on est en hauteur ou chute dans l'espace clos. Puis aussi avoir tout à la portée de nous. Donc, à l'intérieur de notre périmètre, on veut avoir tous ces éléments-là. L'autre chose aussi, c'est vraiment faire l'évaluation des risques ponctuels. C'est peut-être un nouveau terme que vous entendez aujourd'hui au niveau des espaces clos. Lorsqu'on parle de risques ponctuels, c'est vraiment ceux qui sont présents au moment de l'entrée en espace clos. Donc, souvent, ces risques-là n'apparaissent pas sur la documentation. Par exemple, aujourd'hui, on a affaire à une entrée en espace clos. C'est pas prévu qu'il va faire 35 degrés dans nos fiches d'analyse de risque. Donc, il va peut-être falloir penser à des mesures de prévention là, pour ça, pour protéger notre travailleur, mais surtout notre surveillant. L'autre chose aussi qu'on doit penser, c'est lors des arrêts, puis qu'il y a de la coactivité. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui peut arriver? C'est qu'il va y avoir peut-être des contaminants qui vont provenir des alentours de l'espace clos. Et aussi certains produits qu'on va utiliser dans l'espace clos qui n'étaient peut-être pas prévus dans les travaux. Par exemple, les gens sont peut-être familiers avec les nettoyants pour frein ou les brake cleaners, donc qui est souvent utilisé au niveau des espaces clos. Mais là, il va falloir gérer le risque que ça peut amener dans l'espace clos. L'autre élément qu'on ne veut pas trop élaborer de ce côté-là, c'est de procéder au cadenassage. C'est sûr que là, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais ça aurait peut-être pu apparaître avant. » Vous en convient, là, on aurait pu en parler avant au niveau du cadenassage, mais il ne faut surtout pas l'oublier. Et aussi l'installation des équipements. Donc, l'installation des équipements, mais aussi de tester ces équipements. Donc, s'assurer qu'ils sont bien installés, puis qu'on sache comment s'en servir. Et la dernière étape, vraiment, on est rendu à l'étape de l'émission de permis d'entrer en espace clos. Donc, avec les intervenants, on va vraiment valider le contenu des documents, la méthode de travail, l'application des mesures préventives, les rôles et responsabilités. Il y a un petit truc, Amélie, que je donne souvent aux gens. Moi, quand je fais ce travail-là, j'ai un pad. D'un côté, je mets les rôles et responsabilités de l'entrant. L'autre côté, rôles et responsabilités du surveillant. Et lorsque j'ai le permis, je révise ça avec les gens. Et aussi de vérifier la méthode de surveillance et de communication. Et là, ce qu'on parle de méthode de surveillance, c'est entre l'entrain et le surveillant. Et quand on parle de méthode de contacter les urgences aussi, qu'on doit savoir. Et lorsqu'on veut contacter les urgences, qu'est-ce qui est important? On veut que cette méthode-là soit accessible à l'intérieur d'environ une dizaine de secondes. Par la suite, ce qui nous reste à faire, c'est vraiment de faire notre détection des gaz initiales pour, par la suite, pouvoir autoriser l'entrée en espace clos. Pendant l'entrée en espace clos, donc là, ce qui est important, c'est, nous, on vous suggère vraiment de continuer à faire la détection des gaz en continu et de faire également la ventilation en continu. Donc, c'est deux bonnes pratiques qu'on va faire de ce côté-là. De plus, tout à l'heure, Sylvia parlait de lampe de poche. Donc, au niveau de lampe de poche, c'est important pour l'entrée à l'intérieur de l'espace clos d'avoir toujours un éclairage d'urgence. Donc, si l'éclairage primaire lâche, on a l'éclairage d'urgence pour éviter l'effet panique, et aussi pour le surveillant qui peut éclairer le travailleur à l'intérieur, puis qui pourrait même servir de communication pour attirer l'attention du travailleur dans l'espace. Et par la suite, c'est d'effectuer les travaux de façon sécuritaire selon les spécifications du permis. Donc, souvent, c'est le surveillant qui va confirmer ces éléments. Et le surveillant, on veut l'avoir aussi à l'extérieur de l'espace clos. Et lui, il va avoir affaire à gérer pendant l'entrée le périmètre de sécurité, les entrées et sorties des intervenants. Il va rester à l'affût de tout ce qui est de danger ou de changement à l'intérieur de l'espace clos, à l'extérieur de l'espace clos. Et aussi, il doit également, comme on en parlait tantôt, maintenir un contact avec l'entrant selon une fréquence qui est établie. Puis le surveillant aussi, il va faire évacuer l'espace clos lorsque, si le détecteur de gaz sonne, il
va faire sortir le travailleur. S'il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est anormal, il va faire sortir le travailleur aussi. Et à ce moment-là, s'il y avait une alarme sur le détecteur de gaz, bien, il faut que les travaux prennent fin. Et à ce moment-là, on va devoir reviser notre méthode de travail. À l'inverse, en cas de malaise ou d'inconfort, ben, l'entrant ne doit pas gêner et il doit sortir de l'espace clos. Parce que souvent, les gens vont attribuer leur malaise, Amélie, à qu'est-ce qu'ils ont fait la veille, ou la chaleur, ou quoi que ce soit, ou le déjeuner, ou le dîner le midi, etc. Donc, ce qui est important aussi, c'est que ces entrants-là, quand ils sont dans l'espace clos, ils doivent donner signe de vie. Et le surveillant doit appliquer la procédure de sauvetage dans l'une ou l'autre des situations là, que je vais mentionner. Donc, s'il n'entend rien, il ne voit pas l'entrant, puis il ne peut pas déterminer son état, mais il n'aura pas le choix de déclencher le processus. S'il y avait l'alarme du détecteur de gaz, puis que le travailleur ne sort pas, il n'aura pas le choix d'enclencher le processus. Et également, si l'entrant demande au surveillant qu'on lui porte secours parce qu'il est arrivé quelque chose à l'intérieur. Après l'entrée en espace clos, ça ne se termine pas là. Il y a quand même des étapes à respecter. Donc, si les travaux sont complétés, c'est important de fermer les accès pour empêcher toute chute accidentelle ou autre événement qu'on ne voudrait pas avoir en espace clos. Si les travaux sont suspendus, une des responsabilités qu'on va donner aux surveillants, c'est de s'assurer que les lieux sont sécuritaires. Ce qu'on veut dire par là, c'est que si on utilisait des bonbonnes de gaz, là, par exemple, on faisait de l'oxypage, ben, ça va être important de fermer les boyaux, ça va être important de fermer les valves, de sortir les boyaux, de fermer les soudeuses. Si on utilisait des équipements électriques, tout ça, on va s'assurer que tout est débranché, tout est sécuritaire. Et comme je disais tantôt, cette responsabilité-là, on va la donner aux surveillants. Peut-être pas de faire ces étapes-là, Amélie, mais plus de s'assurer que ces étapes-là sont faites. Souvent, le surveillant va quitter les lieux, c'est le premier à quitter, alors que là, ça doit être le dernier. Aussi, une étape importante à faire, c'est vraiment au niveau d'une réunion éclair. Puis dans cette réunion-là, on va discuter des modifications et des améliorations peut-être à apporter à notre documentation. Est-ce qu'on a besoin d'équipements supplémentaires? Est-ce qu'on a besoin de... il y a des choses qui ont mal été, ben, il va peut-être falloir voir ça en revue. Puis il va peut-être falloir déterminer si on a besoin de formation supplémentaire aussi. Puis aussi, ben, c'est important de récupérer la documentation et puis de la retourner au responsable du programme. Donc, souvent, on garde ça pour que ça soit archivé. Moi, je vais terminer aussi en parlant des pièges à éviter. Donc, au niveau des pièges à éviter, c'est qu'il ne faut pas attendre à la dernière minute pour planifier, organiser ou préparer l'accès à notre espace. Ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'on veut souvent que les travaux soient même complétés avant même qu'ils soient débutés. Donc, le processus est long et souvent, les gens sont en attente. Donc, on doit également gérer les imprévus. Donc, une entrée en espace clos prévue pour une certaine heure est rarement débutée là, à l'heure prévue. Donc, soyez coordonnés par rapport à ça. Sinon, il peut arriver que, dans certains cas, ben, les pièges qu'on va avoir, c'est que nos plans de sauvetage n'auront pas été éprouvés ou même élaborés. L'information sur nos documents ne sont pas à jour ou bien carrément, nos travailleurs ne sont pas formés ou leur formation est expirée. On pourrait passer beaucoup de temps là-dessus, mais je vais m'arrêter là, sur ces éléments-là ici, Amélie. Donc, l'accès aux espaces clos doit être connu de tous. Encore aujourd'hui, lors de nos interventions chez les clients, les intervenants sont souvent confus lorsqu'il arrive le moment d'effectuer des travaux dans les espaces clos. Et il faut éviter de laisser place là, aux habitudes. Donc, le fruit des habitudes, hein, qu'est-ce que ça veut faire? Ça va nous emmener des pièges. Par exemple, on peut avoir ça, c'est lorsque les entrées sont faites par des intervenants qui sont réguliers. Donc, souvent, l'habitude va faire qu'on peut couper court. Des espaces où les entrées sont fréquentes. On y voit à chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Il faut retenir que 80% des accidents en espace clos se produisent dans un endroit où des travaux immobiliers avaient déjà eu lieu, et ça, sans problème. Et l'autre chose aussi, il faut éviter les pertes de temps lors des missions de PME. Donc, il faut trouver la recette gagnante. Pour ça, ben, parfois, là, il faut faire des essais-erreurs pour trouver la bonne recette. Donc, il faut garder ça simple et éviter d'embarquer dans des lourdeurs. Donc, les pratiques sont souvent différentes aussi entre la théorie et la pratique. Donc, c'est souvent ce qu'on s'aperçoit au niveau des actions en espace. Merci, Fabien. On va continuer le webinaire pour voir au niveau de la technologie et des équipements là, qui peuvent être intéressants au niveau de l'accès aux espaces clos. En fait, Silvio, comment est-ce que MSA peut aider nos participants là, dans leur processus d'accès aux espaces clos?
Ben, MSA, mettons, depuis plusieurs années, au-dessus de 100 ans, on se spécialise dans les produits de santé et sécurité pour différentes applications, entre autres espace clos. Alors, là-dessus, on a une gamme complète, mettons, pour espace clos, comme vous pouvez constater sur l'écran. Alors, et aussi, qu'est-ce qu'on trouve qui est très important, puis on donne à nos clients, c'est qu'on donne la formation en ligne. Mettons, on donne la formation en personne, mais aussi on a des outils en ligne pour vous former avec nos produits, parce qu'on trouve que c'est très important d'être bien formé avec nos équipements. Exemple, mettons, on a sur notre site web une page qui se consacre sur l'application. Alors, différentes applications ont besoin de différents équipements. Alors, c'est quand même très utile. Ensuite, mettons, on a un guide respiratoire qui est très utile, non seulement pour choisir des bonnes cartouches pour des bonnes applications, mais aussi pour savoir quand est-ce que c'est le temps d'utiliser des systèmes à ligne d'air, qui est très important, puis qu'est-ce qu'on voit de plus en plus, mettons, qui est plus utilisé dans les espaces clos. Ensuite, on a aussi formation en ligne MSA Université, qui vous montre, mettons, des vidéos, comment utiliser nos appareils, comment faire fonctionner nos appareils. Et aussi, qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que vous avez un petit quiz de 10 questions, mettons, multi-choix, qui vous donne un indice, mettons, si vous avez bien compris, mettons, le vidéo ou pas. Et ça peut être conservé par les gérants ou quoi que ce soit. Alors, ça donne quand même quelque chose de bien à conserver. Ensuite, on a des simulateurs. Les simulateurs, spécifiquement pour nos détecteurs de gaz, c'est quand même quelque chose que je me sers assez souvent pour la formation. C'est quand on parle, mettons, du monogaz, quand on parle des multigaz ou même la station de calibration, on a des simulateurs sur chacun de ces instruments-là. Ensuite, des nouveautés, on a nos multigaz. Qu'est-ce qu'on a ajouté dernièrement, mettons, c'est la technologie Bluetooth. La technologie Bluetooth, nos instruments peuvent communiquer avec des téléphones intelligents Android. Alors, comme vous pouvez voir, mettons, sur l'écran, ça vous donne un petit peu l'image que vous voyez, mettons, sur le téléphone intelligent qui indique, mettons, qu'est-ce que la personne qui est dans l'espace clos voit lui aussi. Alors, c'est très commode, mettons, pour le surveillant surtout. Ensuite, mettons, ça vous donne une petite idée, mettons, nos deux modèles multigaz. Un des points les plus intéressants là-dedans, c'est la simplicité de l'utilisation. Ça, c'est très important. On a aussi le fait qu'on a 4 ans de garantie sur le Altair 4XR, qui doit être le modèle qu'on vend le plus. Vous avez, mettons, le 5X, que lui vient avec une pompe intégrée, que lui est garanti 3 ans. Ensuite, on a notre station de calibration. Station de calibration, ça facilite la tâche de faire le bump test et la calibration, comme on avait parlé tantôt. Alors, puis ça conserve en utilisant, mettons, une carte SD, les bump tests et les calibrations, quand est-ce qu'ils ont été faites. Alors, c'est très important d'avoir ce genre d'informations-là. Puis vous, mettons, le brancher la carte SD après votre ordinateur, puis imprimer pour votre permis. Ensuite, mettons aussi, on a dans la détection de gaz plusieurs façons d'entrer en espace clos. On a le typique trépied. On a les deux composantes qu'on avait parlé, mettons, le ligne de vie type 3 pour le système d'arrêt de chute et le sauvetage. Et vous avez aussi le treuil. Alors, comme je disais tantôt, mettons, chacun a sa raison d'être, mais comme vous pouvez voir, mettons, c'est une façon de rentrer en espace clos. Ensuite, on a aussi un système en patence portatif qui est compatible avec la ligne de vie qu'on a et aussi le treuil. Alors, tout dépend de l'entrée en espace clos que vous avez. C'est là qu'il faut faire une analyse puis savoir, mettons, quel produit fait mieux l'affaire pour entrer en espace clos. Et dernièrement, on a aussi notre système respiratoire à ligne d'air. On a aussi des appareils autonomes. Mais pour travailler en espace clos, c'est ce genre d'équipement-là que vous avez besoin. Vous avez des bouteilles de 5, 10 ou 15 minutes. Tout dépend de la distance que vous avez à faire pour sortir de votre espace clos. Vous avez votre source d'air de 300 pieds. Mais ça, c'est les genres d'équipement qui est très simple. Puis encore là, comme je disais tantôt, vous achetez nos équipements. On est là pour vous donner de la formation pour savoir comment faire fonctionner nos appareils. Alors, c'est ça qu'on vous amène, mettons, quand vous travaillez en espace clos. Merci, messieurs. Donc, si j'ai bien suivi, là, pour être sûr qu'on comprend tout ce que vous avez expliqué,
Pour qu'un processus d'accès en espace clos soit efficace et réaliste, 4 points importants. Il doit être simple et répondre aux besoins de votre organisation. Vous devez vous assurer que le processus est suivi et appliqué par tous les intervenants, peu importe le moment. Il doit être similaire selon la situation, que ce soit pour un accès d'urgence ou une maintenance préventive. Et les rôles et responsabilités de tous les intervenants doivent être connus de tous. C'est bien ça? En plein ça. Donc, comme on l'a dit, il y a toujours des solutions à un problème ou à un défi. On a une équipe d'intervenants ici qui peut vous aider. Donc, on fait faire évaluer vos processus d'accès aux espaces clos. Nos coordonnées vont être à la fin du webinaire. On a quelques questions, en fait, maintenant qu'on nous a posées, très intéressantes. La personne, en fait, Fabien disait qu'on devait garder nos documents, donc les permis, les données, pendant 10 ans. Est-ce qu'on peut informatiser le tout et garder seulement ceux-là où on doit garder les données? Il n'y a pas rien dans la réglementation là, qui spécifie cet élément-là. Ce qu'on voit de plus en plus maintenant, c'est que les gens, effectivement, vont scanner les informations, puis ils vont le garder. Ils vont le garder aussi pour 2 choses. Un, pour être capable de le reconsulter par après lorsqu'ils vont faire l'entrée en espace clos, mais aussi pour la gestion des alarmes qu'on a parlé un petit peu plus tôt. Mais oui, rendu dans la technologie aujourd'hui, les gens vont archiver les informations. Si je peux ajouter, mettons, pour la détection de gaz, nos détecteurs de gaz conservent 500 événements de 50 heures, puis il y a façon d'aller chercher ça avec un lecteur infrarouge. Vous pouvez conserver sur votre ordinateur. Ah oui, OK, intéressant. Merci. Aussi, on me demande le BOM test. Est-ce que c'est après chacune des pauses ou après chaque arrêt qu'on fait un BOM test, Silvio? Là-dessus, mettons, moi, je dis toujours que vous devriez le faire avant chaque journée d'utilisation. Par contre, si vous avez, exemple, 3 chiffres, moi, qu'est-ce que je recommande, c'est avant chaque chiffre que la personne, c'est sa responsabilité, c'est sa vie qui est en jeu, alors d'en faire un autre BOM test avant qu'il commence sa période de travail. Oui, puis l'autre chose aussi, s'il arrive un événement pendant, par exemple, le détecteur détecte une forte concentration de gaz, à ce moment-là, le détecteur va avoir besoin d'être vérifié pour savoir s'il est correct. Puis ce qui est le fun avec les détecteurs MSA, en passant, les gens nous disent en formation, il y a un crochet qui apparaît à l'écran quand le BOM test est réussi. Donc, l'appareil est sa coche. Oui, absolument. Je le vois, Fabien. Autre petite question. Au niveau de la norme, quand on parlait tantôt des 20 changements d'air à l'heure, on parle de la norme CSA? Non, on n'en parle pas dans la norme CSA. Donc, c'est une norme qui vient d'une norme, j'ai un blanc de mémoire, là, mais on pourrait vous envoyer l'information par courriel cet après-midi. Une norme au niveau de l'Association des hygiénistes, donc qui confirme, qui nous explique cet élément-là. Mais au niveau de la norme CSA, on ne parle pas de temps de ventilation comme ça. Une autre question, on me demande, est-ce que appeler au 911 si on est à Montréal peut être acceptable comme procédure de sauvetage? Bien, ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ce que la réglementation dit, c'est que notre procédure doit être élaborée et éprouvée. Donc, par rapport à ça, ça veut dire qu'on va l'avoir écrite et on va l'avoir testée, donc ça fonctionne. Donc, à ce moment-là, parce que ce qui arrive, c'est avec le 911, c'est que ça peut être long aussi avant que les gens arrivent. Puis, si, exemple, on avait besoin d'installer des points d'ancrage, ben c'est pas quand le trouble est pris qu'il va falloir les installer. Donc, on va devoir les avoir installés au préalable, ces points d'ancrage-là. Donc, c'est pour ça que l'élaboration et d'éprouver nos procédures nous permettent d'éviter des surprises, même si c'était les pompiers qui venaient faire le sauvetage chez nous. OK. Messieurs, je pense qu'on pourrait répondre à plusieurs questions encore longtemps. On va devoir répondre aux autres questions sur une base individuelle parce qu'avec 2 passionnés comme Silvio et Fabien, on arrive un petit peu juste dans le temps. 2 heures. Oui, exactement. Par contre, on a deux passionnés, là, vraiment. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, messieurs. SPI et MSA, en collaboration, voudrait vous offrir un guide pratique sur l'accès aux espaces clos qui va relater un peu les aspects concrets de la présentation. Donc, on va parler des normes, des accidents qui peuvent survenir, l'importance de la calibration et des BOM tests, aussi au niveau des procédures, des étapes à l'introduction de l'espace clos. Et en plus, un petit document qui vous permet d'autodiagnostiquer vos pratiques actuelles en termes de gestion et d'accès à l'espace clos. Donc, pour avoir accès à ces 2 documents-là, on vous demanderait de répondre au sondage. En fait, on invite tout le monde, là, que vous vouliez les documents ou non. On aimerait beaucoup avoir votre pouls sur l'événement, en fait, sur le webinaire aussi, pour mieux cibler vos intérêts et continuer à vous offrir des conférences virtuelles gratuites comme celle-ci.
Donc, il va y avoir un petit sondage de quelques questions à peine qu'on vous demanderait de répondre. Et par la suite, on va vous envoyer cette documentation-là. Je joindrai également le lien de rediffusion pour le webinaire et celui de novembre dernier au niveau de la gestion du programme d'espace clos. Et aussi, en finissant, dans le fond, si vous avez d'autres questions, des questions supplémentaires ou besoin de formation ou de services, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Mon adresse courriel est à l'écran présentement, donc je pourrais transmettre vos questions plus précises à Fabien ou à Silvio, ça me fera plaisir. Je tiens à mentionner que mercredi prochain, le 11 juillet, on a un webinaire sur le cadenassage. On en a un petit peu parlé avec Fabien tantôt. On va avoir 1 heure vraiment sur le cadenassage la semaine prochaine, la réglementation. Donc, je vous invite à vous inscrire. Si vous voulez avoir le lien pour le faire, vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un petit courriel. Alors, écoutez, l'été approche. On vous souhaite de belles vacances. Soyez prudents. Que tout le monde revienne à la maison et au travail en sécurité et au plaisir de vous compter parmi nous lors d'un de nos prochains webinaires en santé et sécurité. Merci Fabien, merci Silvio. Merci. Bonne journée à tous.